Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 à Limousin ce matin. Nous sommes au cœur de ce chapiteau de Lire à Limoges où 300 auteurs sont donc présents tout le week-end jusqu'à dimanche soir et les visiteurs sont déjà très nombreux. Ils sont des dizaines de milliers vraisemblablement à se presser ici jusqu'à dimanche. On va passer 3 quarts d'heure ensemble pour parler du livre, bien sûr, au gré de notre périple, différents thèmes, l'édition, l'écriture en Limousin en 2013. Et puis nous vous ferons découvrir ou redécouvrir un grand écrivain de la région, Georges-Emmanuel Clancier. Puis on parlera aussi du livre numérique et vous pouvez participer en direct à l'émission en recommandant votre livre préféré à condition qu'il ait moins d'1 an avec le hashtag #LAL 2013 sur Twitter. Mais d'abord des écrivains, des livres donc. Et je rejoins ma première invitée, Anina Sioussiou. Bonjour, c'est bien comme ça qu'on prononce votre nom? Tchou-tchou. Tchou-tchou, voilà. Vous avez 23 ans, vous venez de publier ce livre témoignage coécrit avec Frédéric Veil et qui s'appelle Je suis tzigane et je le reste, des camps de réfugiés roms jusqu'à la Sorbonne. Je vais rappeler très brièvement votre parcours. Vous êtes né en Roumanie et puis vous êtes arrivé en France à l'âge de 7 ans, 7 ans et demi, c'est bien ça? C'est bien ça. Au terme d'un voyage qui a été très très difficile et que vous racontez dans ce livre. Moi, la première image que je retiens, c'est ce camp de Casilino en Italie. Vous dites que c'est la première fois que vous l'évoquez. Vous l'aviez gardé enfoui à l'intérieur de vous? C'est pas des souvenirs qu'on a envie de revivre et d'évoquer, effectivement. C'est tellement douloureux qu'on préfère les garder enfouis. Il y a des images très fortes, des rats, une hygiène extrêmement difficile. C'est vraiment une image d'horreur et c'est pas un endroit dans lequel on a envie de vivre. Vous auriez imaginé qu'en Europe existent des camps comme celui-là? Non, j'ai été effectivement très déçue puisqu'en partant, nous avions vraiment l'espoir de découvrir un pays merveilleux, magnifique, et en arrivant, tous nos espoirs ont été cassés. On a été extrêmement déçus de voir cette image d'horreur. On ne pouvait pas imaginer que ça pouvait exister en Europe. Et vous racontez d'ailleurs que depuis il a été rasé, ce camp qui est dans la banlieue de Rome. Comment ont réagi vos proches quand ils ont lu tout ça? Alors, Ceux qui ne savaient pas, quoi, vos amis par exemple. à la découverte du livre, Oui. ils ont eu une réaction magnifique. Ils m'ont tous soutenu, très fiers de moi. Aucun jugement de valeur, aucun jugement. Et je me suis rendu compte que les vrais amis ne jugent pas. Et j'étais bête d'avoir ces appréhensions avant d'écrire. Alors on vous suit tout au long de ce livre, on voit que vous avez eu faim, vous avez dû faire la manche, et puis grâce à l'école, vous menez aujourd'hui la vie dont vous rêviez. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce Oui. qu'on peut dire que l'école vous a sauvé et que votre message aujourd'hui c'est de dire ne jugez pas? Si vous voyez une famille rome dans la rue qui fait la manche, ne les jugez pas? C'est exactement mon message. L'école m'a sauvée et c'était pour dire à tous ces enfants roms qu'eux aussi l'école peut les sauver, qu'ils doivent avoir espoir et confiance et qu'ils doivent faire tous les efforts nécessaires. Mais c'était aussi pour transmettre un message à la société des non-roms, un message de tolérance et un message qui les incite à changer leur regard et à se débarrasser de tous leurs préjugés. On a l'impression que les vrais héros de votre livre, ce sont vos parents, en fait, qui sont des gens extrêmement dignes et qui se sont toujours battus pour vous et pour vos sœurs aussi, d'ailleurs. Oui, ce sont des héros. Ce sont des personnes sans lesquelles je n'aurais jamais pu être là, leur soutien, leur encouragement. Mais aussi, on a eu la chance de rencontrer des anges gardiens sur notre parcours qui nous ont aidés. Madame de la Fontaine, Madame Gimet, et ce sont des personnes exceptionnelles. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé la vie que vous auriez eue si vous étiez resté là-bas en Roumanie? Alors, certainement, elle aurait été très différente de la vie que j'ai aujourd'hui. Et moi, je me considère privilégiée et chanceuse. Et je trouve vraiment dommage que tous les autres qui sont dans mon cas n'aient pas cette chance. Et je trouve dommage que le système social en lui-même ne suffise pas et qu'on ait besoin de personnes exceptionnelles pour pouvoir atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui et pouvoir atteindre ses rêves. Et voilà, Est-ce tout que vous simplement. rappelez quelque chose que peut-être certains Français ne savent pas, c'est que les Roms en Roumanie sont extrêmement maltraités par les Roumains. Voilà, effectivement, les Roms en Roumanie sont victimes d'une discrimination qui est encore plus forte qu'ici, d'une marginalisation et d'une ségrégation même, on peut dire, dans tous les domaines, emploi, scolarisation, aux hôpitaux et dans la vie quotidienne. Donc leur vie est vraiment très difficile en Roumanie. Mais justement, votre vocation pour le droit, puisque vous étudiez le droit à la Sorbonne depuis la rentrée, elle vient aussi de vos origines roms quelque part. C'est ce que vous expliquez dans le livre. Peut-être effectivement, puisque les Roms ont une justice particulière qui s'appelle la CRIS, c'est une justice privée. Mon grand-père était juge d'ailleurs dans ce système-là et peut-être que je marcherai dans ses pas, je l'espère. Mais ma vocation pour le droit et pour devenir magistrate s'explique aussi par mon parcours de vie qui a été semé d'embûches d'inégalités, d'injustice. Et le droit, c'est la meilleure façon de régler tout ça. Alors évidemment, je ne peux pas m'empêcher de vous demander ce que vous pensez des déclarations de Manuel Valls qu'il a fait il y a quelques semaines en disant que les Roms qui vivent dans des campements ne souhaitent pas s'intégrer dans notre pays. Vous le prenez comment, comme une gifle? Alors,
si je prends la parole, si j'ai décidé de témoigner aujourd'hui, bien sûr que c'était aussi une réaction tout d'abord à l'acharnement médiatique qui a été mené contre la communauté et qui n'a pas été tendre, mais aussi une réaction par rapport à la politique qui a été menée pour cette communauté, puisque les mesures qui sont prises et qui ont été prises par les gouvernements ne me semblent pas les plus propices à favoriser l'intégration de la communauté. Mais si je m'exprime, c'est simplement en tant que citoyenne, parce que citoyenne française tout d'abord, je me considère entièrement citoyenne française, même si je n'ai pas encore la nationalité, en tant que citoyenne rome aussi. Et je ne sais pas si moi je peux avoir un jugement sur la politique, je ne veux pas délivrer un message politique, tout simplement. Voilà, je laisse les citoyens libres en leur conscience de juger des propos Oui, parce que vous avez un passage intéressant du livre qui dit « Je n'empêcherai jamais les gens de dire que les Roms sont nuisibles ou que s'il y a eu des vols à côté de chez eux, c'est à cause des Roms. Je veux simplement dire que comme dans d'autres ethnies, les personnes ne sont pas toutes les mêmes. » C'est peut-être ça le message principal. C'est tout simplement ça le message. Il faut arrêter de mettre les personnes toutes dans les mêmes cases. Il faut apprendre à juger individuellement une personne pour ses mérites. Alors vous racontez dans votre livre votre rêve d'être magistrate et d'intégrer l'école de Bordeaux, mais pour ça il faut la nationalité française. À la fin du livre on ne sait pas où vous en êtes, alors comment ça se passe jusqu'à présent? Alors effectivement, la justice c'est quand même une fonction régalienne par excellence. Elle est conditionnée à la nationalité française, je ne l'ai pas encore, j'ai déposé un dossier, je suis confiante. On va signaler aussi que vos sœurs ont un parcours aussi étonnant et aussi exemplaire. On dit exemplaire, d'ailleurs je crois que parfois ça vous gêne d'être porté en exemple. Exactement, c'était le message que je voulais délivrer dans mon livre. Mon parcours n'a rien d'extraordinaire, d'exceptionnel. Il peut être celui de toutes les personnes qu'on croise aujourd'hui dans la rue. Et il y a beaucoup de Roms qui ont eu un parcours semblable au mien et bien meilleur parfois. Et par contre, qui le cachent aussi très souvent, qui cachent leurs origines. Et je trouve ça très dommage. Donc voilà, moi si j'ai pris la parole, c'est pas pour dire que j'avais une vie extraordinaire, mais simplement pour amener un changement de regard et un message. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous en parler sur ce plateau, Anina Tchouchtchou. Le public peut donc vous rencontrer jusqu'à demain, ici sous le chapiteau de Lire à Limoges, sur le stand de la librairie Anecdote parmi de nombreux auteurs. Alors justement, on va voir maintenant comment les libraires choisissent les auteurs qui sont présents sur les stands, avec ce reportage de Pascal Coussy et Frédéric Borde. On ne le sait pas assez, mais le métier de libraire demande une excellente condition physique. Et Lire à Limoges, c'est un peu les Jeux Olympiques de la profession. Rien qu'à la librairie Page et Plume, cette année, on aura déplacé 3,5 tonnes de livres entre le magasin, l'entrepôt et le salon. C'est énorme, un salon comme Lire à Limoges, c'est, moi j'ai 2 stands, c'est 4000 livres. 4000 livres, c'est une centaine de cartons. Ça arrive à la librairie par distributeur. Chaque distributeur représente plusieurs éditeurs. On demande à ce que ce soit trié dans les cartons, mais ça ne l'est pas. Donc il faut les ouvrir, il faut les pointer. Et ensuite, nous, on les remet dans des cartons par auteur pour que ce soit plus facile ensuite. Comme chaque année, cette autre librairie spécialisée dans les ouvrages pour la jeunesse a invité plusieurs auteurs sur son stand. Elle a dû établir avec eux la liste de leurs ouvrages qui seront mis en vente et à la dédicace pendant le salon. C'est un travail qui est long parce qu'il faut qu'on a une trentaine d'auteurs jeunesse sur le stand. Il faut équilibrer, c'est-à-dire proposer des livres pour tous les âges, aussi tous les styles, tous les goûts. Enfin, il faut essayer d'être le plus large possible en termes d'offres. Mais le jeu en vaut la chandelle. Chaque année, Lire à Limoges est l'occasion pour les libraires de rencontrer un public nouveau. C'est très bien que tout le monde n'entre pas forcément dans une librairie, que ce n'est pas un acte qui fait partie du quotidien de tous les enfants, puisque nous, ce qui nous concerne, c'est surtout les enfants, et que c'est là l'occasion de pouvoir effectivement partir à la rencontre et essayer de séduire ce public-là. Ce sont des gens mais qui sont intéressés par le livre, qui quelquefois achètent les livres qu'ils vont lire le long de l'année parce que c'est des rencontres, ils aiment bien parler avec les auteurs, ils se font faire leurs petites dédicaces. Il y a même des enfants qui ont leur petite cagnotte pour dépenser, ou la BD ou la jeunesse. Enfin, c'est quelque chose de particulier. Et en termes de chiffre d'affaires, pour les libraires, Lire à Limoges représente l'équivalent des ventes d'un gros week-end précédent Noël. Merci de nous retrouver sur cette place du livre que nous avons installée au cœur du chapiteau de Lire à Limoges. Alors évidemment, les livres, ils sont partout autour de nous, sur les stands. Mais aujourd'hui, on lit aussi sur des tablettes, sur des smartphones. La numérisation, c'est un enjeu majeur du livre pour la publication et l'archival. J'accueille pour en parler Marie-Luce Jousselin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la bibliothèque de Laurence à Limoges et de la bibliothèque numérique surtout. Et Rémi Lavie, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes un jeune auteur de polar numérique. Merci à tous les deux d'être venus. Marie-Luce Jousselin, vous êtes donc responsable de la bibliothèque numérique. Qu'est-ce que ça signifie, une bibliothèque numérique ?
Alors, la bibliothèque numérique qui est accessible sur le site internet de la bibliothèque de la ville de Limoges, en fait, c'est 2 volets. Il y a un premier volet qui concerne la mise en valeur des fonds exceptionnels qui appartiennent à la bibliothèque. Les trésors de la BFM. Les trésors, ce qu'on appelle modestement les trésors de la BFM, effectivement, et pour lequel nous avons entrepris depuis plusieurs années une campagne de numérisation. Et l'autre volet, en fait, c'est la mise à la disposition du public de documents non plus sous forme physique, tels qu'on peut les emprunter dans les locaux de la bibliothèque, Donc dématérialisés, des comme on dit. livres, voilà, mais des supports immatériels. Et donc ça concerne en particulier les livres électroniques, mais également la presse en ligne, ce qu'on appelle la vidéo à la demande, la vidéo en ligne, la musique en ligne et également des tutoriels et des didacticiels d'auto-formation. Donc l'emprunt de livres numériques, c'est encore pas vraiment possible. Alors l'emprunt de livres numériques, non. Je pense que ce sera une étape supplémentaire. Là, pour le moment, en fait, on en est plutôt à la communication de documents par l'intermédiaire de diffuseurs pour lesquels nous avons des abonnements sur des portails de livres numériques. Donc là, c'est pour des questions de droit. Hein. Tout Parce qu'il y a des accords qui sont encore en négociation, bien évidemment, en fait. Bien évidemment. D'accord. Nous avons également, parallèlement à la bibliothèque numérique, un service de prêt de liseuses. Et là, sur ces liseuses, actuellement, ce que nous prêtons, ce sont des livres qui sont libres de droit. D'accord. Donc, bien évidemment, ce que demande en fait le public, c'est souvent des nouveautés. Oui. Et là, effectivement, c'est une étape qui va être l'étape prochaine, puisque, bien évidemment, pour pouvoir prêter des livres numériques, il faut que soient réglées d'abord toutes les questions de droit alors d'auteur. vous parlez de livres numériques, je me tourne vers vous, Rémi Lavie. Donc on ne peut pas trouver les livres de Rémi Lavie pour l'instant à la bibliothèque, je suppose. Non, on ne peut pas les trouver parce que justement, monsieur a fait le choix en fait, de publier sur un site internet. Alors pourquoi ce choix, Rémi Lavie? Vous publiez des polars, vous en avez publié 6 déjà. Voilà, 6 romans policiers, des thrillers et des livres d'espionnage. Oui. Pourquoi ce choix de l'édition numérique? Pourquoi ce choix? Parce que je pense que c'est pour franchir certains obstacles, certains écueils de l'édition classique en fait. C'est-à-dire que vous vous êtes heurté à des portes closes dans les maisons d'édition Oui, quelques portes closes, oui. Alors là, comment vous avez trouvé cet éditeur qui s'appelle Wikiroman, Wikiroman, hein, voilà. C'est ça? Dirigé par Jules Ambrosiac, oui. Par Internet, tout simplement. C'est mon parrain qui m'a dit un jour, essaye de t'intéresser à l'édition numérique. Elle est en plein essor, et c'est ce que j'ai fait en tapant des mots-clés sur Internet. Et je suis tombé sur Wikiroman, qui est relativement jeune. Donc un comité de lecture aussi valide les manuscrits. C'est exact, oui, oui. C'est-à-dire qu'ils vous ont dit oui tout de suite? Pas tout de suite, j'ai attendu quelques semaines. Et la Oui. littérature, pour vous, c'est quelque chose qui vient de l'enfance? C'est plus le cinéma au départ. Je suis venu par l'écriture, plus par amour pour le 7e art que par la littérature en fait. Alors, est-ce que vous avez une idée aujourd'hui du nombre d'exemplaires que vous vendez, de votre nombre de lecteurs? Pas encore, car Wikiroman, comment dire, j'étais commercialisable à partir de décembre 2012 et réellement commercialisé en janvier. Donc c'est encore trop tôt pour savoir. La plateforme est beaucoup trop récente. Alors, vous publiez numériquement. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous lisez des livres numériques, vous? Quelques-uns, on va dire. Oui, je m'y suis mis très récemment. C'est ma mère qui a acheté une tablette numérique il y a quelques jours, vraiment. D'accord. Marie-Luce Jousselin, est-ce qu'un jour on pourra trouver les livres d'Éric Lavie à la bibliothèque? Pourquoi pas, hein. De toute façon, d'après ce que j'ai vu du site, en fait, les lecteurs ont la possibilité déjà de lire 30% du roman gratuitement. Et ensuite, si le roman les intéresse, ils peuvent l'acheter. Une sorte d'échantillon. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si le contenu est bon, si le contenu est de qualité, l'auteur forcément trouvera son public. Et nous aussi, on est dans cette démarche-là, bien évidemment, de faire découvrir des livres, des auteurs et de chercher en fait le contenu de qualité. Donc en un mot, le numérique, c'est pas du tout la fin des bibliothèques, on est d'accord? Pas du tout. Au contraire. De toute façon, le numérique, c'est complémentaire des bibliothèques et c'est pour cette raison qu'en fait, à la bibliothèque, on trouve à la fois des supports imprimés, mais des liseuses. Et en fait, on essaye de faire découvrir tous les moyens de faire connaître les auteurs et de lire. Merci. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette table ronde autour du livre numérique. On va parler des écrivains et des éditeurs qui travaillent en Limousin dans un instant, mais d'abord, on va découvrir le portrait d'un autre auteur débutant à Limougeot qui s'est lancé avec succès dans l'écriture. Il s'agit de Jean-Paul Romain Ringuier qu'ont rencontré Emmanuel Denano et Christian Cholot. En se promenant dans le quartier des Ponticaux, Jean-Paul Romain Ringuier a des lettres
des mots, des phrases plein la tête. Cet ancien conducteur de travaux au ministère de la Défense est aujourd'hui un écrivain à part entière. L'écriture, c'est un besoin, c'est une respiration pour moi en fait. Je n'imagine maintenant plus une journée sans écrire. Lire et écrire sont devenus deux passions. C'était déjà deux passions, mais depuis ma retraite, c'est devenu incontournable. C'est en 2007 que Jean-Paul Romaringuier couche sur papier son premier roman, Les Terres de Marguerite. Un véritable succès régional vendu à près de 10 000 exemplaires. Aujourd'hui, les personnages réapparaissent dans le dernier ouvrage de l'auteur, Le Manoir des Aulnes. Un des héros va se retrouver, quitter l'hôpital et s'approcher du quartier des Ponts. En grande difficulté, une main va se tendre, une main d'une ponticaude qui s'appelle la Marceaude, qui était une âme. Et cette dame va être la personne qui va lui permettre de retrouver le droit chemin et dans l'immédiat, de se sortir d'une situation qui était beaucoup plus compliquée qu'il ne l'imaginait. Lauréat en 2012 du prix Panazo avec La Ferme des Combes, l'écrivain dans l'ombre passe à la lumière du bouche à oreille populaire. Un succès lié au décor limousin de ses livres sur fond d'intrigues au siècle passé, le tout saupoudré d'une plume signée Romaringuier. Et on se retrouve sur cette place du livre au cœur du chapiteau de Lire à Limoges pour parler de ceux qui font exister le livre ici en Limousin parce qu'ils y écrivent ou qu'ils y situent leurs livres, comme vous, Franck Linol, bonjour. Bonjour. Ou comme vous, Jean-Marc Ferrer, qui est responsable des Ardents Éditeurs, qui est une maison régionale. Alors on va commencer avec vous. Cette maison, elle est née en 2007, si je ne me trompe pas, elle est spécialisée dans les beaux livres. Vous présentez ici d'ailleurs des rééditions des Misérables en Limousin. Pourquoi avoir choisi ce créneau-là, des beaux livres, ici, dans la région ? Parce qu'à mon avis, il y avait un manque réel. Nous, on travaille vraiment notre maison d'édition à l'ancienne. Très peu de production, entre 6 à 8 titres, même si on nous voit assez souvent. Et on a créé ainsi un lectorat très attaché. Moi, je pense que c'est vraiment une région qui a des potentialités extraordinaires dans cette caractère de la préciosité. Et est-ce qu'au départ, ça a été facile de lancer cette maison ? Non. En 10 ans, on reste là. Non. Là, maintenant, on fête nos 6 ans. On est né ici avec Les Souterrains de Limoges, qui était un roman d'Auguste Maquet qu'on avait redécouvert il y a 6 ans, qui avait été un grand succès de Lire à Limoges il y a maintenant 6 ans. Et donc, du coup, effectivement, c'est pas évident. Mais on a désormais capté un lectorat qui couvre aussi bien la reconquête du roman feuilleton, comme on fait. On travaille sur l'identité de la région et vers le beau livre également. Voilà. Alors, Franck Linol, vous écrivez ici en Limousin, sur le Limousin, mais vous n'êtes pas publié par une maison d'édition limousine, alors pourquoi ? Parcours classique. J'ai envoyé mes manuscrits par la poste, et ça c'est une réalité, aux grandes maisons d'édition, comme on dit, aux maisons d'édition nationales, etc. Et puis c'est une maison d'édition qui s'appelle Geste Édition à Niort, qui m'a un jour téléphoné pour me dire votre travail nous intéresse. Qui couvre une zone géographique assez large, mais qui inclut le Limousin en fait, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est une maison d'édition qui s'intéresse quand même, enfin sa ligne éditoriale, c'est le régionalisme, dans le bon sens du terme. Pourquoi, il y a un mauvais sens ? Oui, absolument. Je pense que, pour moi, tous les auteurs, tous les écrivains sont des auteurs régionaux. Jim Harrison, le Montana, c'est un écrivain régional, bien sûr. Donc, on n'est pas comme dans le football, où il y a le départemental, le régional, le national. Non, on est tous auteurs, écrivains, et on est tous inscrits dans une région qu'on aime. Et vous avez donc créé un personnage récurrent qui vit ici à Limoges, qui fait des enquêtes. Alors le dernier, c'est Lune de miel à la morgue. Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que vos lecteurs viennent vous voir ici sur le stand qui est juste à côté ? Oui, alors effectivement, je suis dans ce qui est un classique dans le polar, une série, avec un personnage récurrent, comme vous l'avez précisé. Et donc les lecteurs, là je suis à mon 4e tome. Ça fidélise le lecteur. Oui, un lectorat, il a envie de retrouver ce personnage auquel ils se sont attachés. J'en suis ravi, ça fonctionne, cette relation avec le personnage principal. Alors Jean-Marc Ferrer, on reparle des beaux livres et notamment de ce livre sur Suzanne Lalique qui a très bien marché. Il y a eu une exposition. Elle s'exporte aujourd'hui hors du Limousin, cette exposition. Alors ça veut dire que ça marche ? Écoutez, là voilà, ça c'est une méthode d'éditeur qui est totalement calquée un peu sur ce qui se produit au Japon et en anglo-saxon. C'est-à-dire en fait l'éditeur est souvent lui-même le producteur de ce qui va se réaliser après au niveau des expositions. Donc moi j'ai cherché l'équipe de chercheurs autour de Suzanne Lalique. On a constitué 12 chercheurs. On a abouti en fait finalement au livre.
Et ensuite, avec les musées, on a travaillé avec les 2 municipalités, le musée Lalique et le musée des Beaux-Arts de Limoges, pour monter cette exposition qui rencontre un très grand succès et pour vos auditeurs qui ferme en fin de semaine prochaine, le 15 avril. Et on aura la chance de la découvrir sous une autre forme à Aix-en-Provence cet été pendant le Festival d'Art Lyrique. Et on est très très heureux puisque les Ardents éditeurs auront un stand pendant la période du festival à l'intérieur du musée de l'Archevêché. Et vous voulez travailler d'une façon différente avec les auteurs? Vous voulez créer une sorte de laboratoire, en fait, c'est ça? Voilà, l'idée, si vous voulez, c'est qu'il faut réinventer la manière de vivre le livre. Surtout quand vous êtes une maison, comme disait Franck Linol, qu'on qualifie de régionale. Moi, j'aime bien me dire que je suis en région et qu'on représente. Ça me rappelle beaucoup la naissance de Actes Sud, qui est phénoménale. Et à Arles, ils ont eu leur librairie, ils ont eu leur lieu de communication. Il y a quelque chose à réinventer dans le domaine du livre et en étant très très fiers d'être à Limoges, d'exporter finalement nos savoir-faire et notre culture et notre identité et montrer effectivement qu'on est capable de faire des choses très pertinentes. Là, je viens de sortir un livre en Picardie il y a une semaine et on a eu un accueil extraordinaire dans cette région-là qui nous ont dit continuez parce que ça nous intéresse au niveau de vos collections. Voilà. Et les méthodes, il faut qu'on les réinvente. Si soit je deviens une grosse maison d'édition et je n'aurai pas les moyens de le faire, nous on préfère, voilà, il faut trouver sa voie, 6 à 8 livres par an et en essayant de les porter le plus possible auprès de nos lecteurs. Franck Linol, aujourd'hui, vous vivez de cette activité d'écrivain? C'est possible d'être écrivain et d'en vivre en Limousin? Malheureusement, non. Ouais. Très peu d'écrivains arrivent à vivre de leur écriture. La grande majorité, à 80-90% des auteurs, ils sont obligés d'avoir un autre métier pour différentes raisons. Les auteurs de best-sellers, oui, ils en vivent, mais ils sont très peu finalement. Hein. On va aller en voir un dans quelques instants. Bon, voilà. Donc c'est un problème. Le statut d'écrivain dans la société d'aujourd'hui, certes, on adore écrire, c'est un loisir, etc. Mais on participe aussi au marché du livre, on participe à une entreprise commerciale. Et d'une certaine façon, je voudrais dire qu'il serait temps aussi que l'on respecte peut-être mieux les auteurs, qui sont, moi je le dis, je vous le dis, j'ai un contrat à 7%. C'est ridicule, je suis désolé de le préciser, voilà. Et donc il faudrait qu'on respecte un peu plus les auteurs. Sans les auteurs, il n'y a pas de livre. Jean-Marc Ferrer, vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait, parce que moi je suis parti en tant qu'auteur. Après, il faut aussi que le grand public comprenne comment s'organise sur un livre les reversions. Un éditeur n'empoche en moyenne que 38 à 48%. Le reste, c'est de la marge du distributeur-diffuseur. Et dans les 40%, vous réglez à la fois les auteurs, vous réglez tout le temps de travail, vous réglez le maquettiste, vous réglez le papier, vous réglez l'imprimeur. C'est une chaîne complexe dans laquelle, effectivement, la distribution-diffusion a un rôle extrêmement important et dans lequel aussi, moi je voudrais le dire, qu'on défende les auteurs, mais qu'on défende les éditeurs, parce que sans auditeurs, il n'y a pas d'auteur non plus. À quel point on l'a vu avec la naissance de l'auto-édition, que c'est un faux miracle. Et d'ailleurs, on conseille souvent aux auteurs de faire très attention à ne pas tomber non plus dans le piège de l'auto-édition. Et vous avez bien défendu en tout cas votre point de vue sur ce plateau. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais maintenant reprendre le chemin de notre deuxième plateau pour rejoindre Christian Signol qui est mon prochain invité. Je vous rappelle que nous sommes donc en direct jusqu'à midi et quart ici au cœur du chapiteau de Lire à Limoges où les visiteurs sont déjà très nombreux. 300 auteurs sont présents jusqu'à dimanche soir et vous pouvez participer, je le rappelle, sur Twitter en recommandant votre livre préféré à condition qu'il ait moins d'1 an avec le hashtag #LAL 2013. Je reçois donc Christian Signol, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous présentez ici votre dernier livre qui s'appelle Les enfants des justes. C'est l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale en Dordogne de Virgile et Victoria, un couple de paysans qui recueille 2 enfants juifs. Est-ce qu'ils sont inspirés de vos grands-parents, ces personnages ? Oui, on peut dire ça. En fait, mes grands-parents n'ont pas vécu à proprement parler sur la ligne de démarcation, mais Virgile et Victoria leur ressemblent beaucoup en ce sens que ce sont des gens d'une grande humanité généreuse, d'une grande bonté. De la même manière que mes grands-parents, pendant la guerre, qui étaient boulangers, avaient donné du pain à tous les réfugiés, que ce soit les réfugiés juifs ou les réfugiés du franquisme, ou même les réfugiés de la zone nord, de la zone occupée. Mon père était également résistant dans les groupes Veni, sur les côtes du Lot du réseau Buckmaster. Et donc, si vous voulez, j'ai voulu en quelque sorte les ressusciter à travers Virgile et Victoria. Vous dites par exemple qu'il avait la faculté, lui, de ne voir le mal nulle part. D'ailleurs, il refuse l'argent proposé par la maman de la petite jeune fille juive qu'il recueille. Ça, c'était une évidence pour eux. C'était une évidence pour eux. C'était des gens d'une grande bonté, encore une fois, mais surtout d'un grand désintéressement. Et de la même manière que Virgile et Victoria, à la fin du livre, refusent la médaille des justes qu'on veut leur donner en disant, enfin c'est Victoria qui dit,
c'est pas la peine, monsieur, nous ne saurions pas la porter. Ouais. Eh bien, je crois que si on avait proposé une médaille à mes grands-parents, à ma grand-mère, ils auraient fait exactement la même réponse. Alors c'est une période qui est toujours très sensible en France. D'ailleurs, dans l'avant-propos, vous vous engagez en vous disant profondément blessé par la ligne adoptée par les présidents Chirac et Hollande. Vous dites « ma France à moi, elle n'a pas à demander pardon ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire par là que les 2 derniers présidents ont déclaré que c'était la France qui était coupable de ces crimes évidemment abominables et tout à fait inexpiables. Mais en réalité, pour moi, la France, ce qui était coupable, ce n'était pas la France, c'était l'État français, c'est-à-dire le régime de Pétain, qui était issu d'un coup d'État. Il n'avait pas été élu. Au contraire, il avait pris des mesures, des lois constitutionnelles en juillet 1940, selon lesquelles il s'arrogeait les pleins droits exécutifs, législatifs et judiciaires. Ce qui veut dire qu'il avait aboli la République, parce que quand même, un des critères essentiels, des principes essentiels de la République, c'est la séparation des pouvoirs. Donc pour moi, ce régime-là n'avait aucune légalité. Donc c'est un hommage à la France résistante d'en bas, finalement. C'est à la France résistante d'en bas, celle qui, encore une fois, était celle du désintéressement et de la bonté naturelle, telle que j'ai eu la chance, moi, de la connaître après-guerre, puisque mes grands-parents étaient vivants et mes parents, a fortiori. Donc la petite héroïne s'appelle Sarah, celle qui est cachée. Il y a Élie et Sarah qui sont cachés chez ces grands-parents-là. On pense beaucoup à Elle s'appelait Sarah de Tatiana de René, qui a été adaptée au cinéma. Oui. Est-ce qu'il y a un projet d'adaptation pour ce livre-là, puisqu'il y en a eu beaucoup d'autres à la télévision Pas encore, hélas, mais je sais que la maison Albin Michel est actuellement en négociation à ce sujet, donc j'espère que ça aboutira un jour. Alors, vous écrivez beaucoup sur la ruralité, sur l'histoire, sur votre terroir. Ce sont des thèmes de prédilection qui sont inépuisables pour vous ? Ce sont des thèmes en tout cas qui me sont chers dans la mesure où je suis moi-même originaire du milieu rural, d'un tout petit village où dans les années 50, il était quand même difficile, très difficile d'imaginer de devenir écrivain un jour, ce que je fais puisque je vis de mes livres depuis longtemps déjà. Oui, au départ, vous travailliez à la mairie de Brive il y a très longtemps. Oui, mais ça fait déjà longtemps que je l'ai quitté. Oui. C'est-à-dire que je l'ai quitté après le succès de la Rivière Espérance en fait. Mais je voulais dire que j'ai eu la chance dans mon école primaire de trouver un magnifique instituteur qui demandait un jour aux élèves qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, et à qui j'ai répondu à 11 ans, je voudrais devenir écrivain. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Cet instituteur n'a pas ri, au contraire, il m'a encouragé en me disant que dans une vie, ce à quoi on pouvait aspirer, on pouvait toujours le réaliser à condition de le vouloir vraiment et de faire tous les efforts nécessaires, évidemment. Alors, c'est un livre par an depuis 30 ans, quasiment, pour vous, oui, c'est beaucoup. Et donc, vous dites toujours que vous ne croyez pas à l'inspiration, mais à la transpiration. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je dis ça surtout dans les lycées et collèges. Je rencontre des jeunes qui me demandent, effectivement, est-ce que vous croyez à l'inspiration ? Je dis non, je crois à la transpiration, c'est-à-dire je crois au travail. C'est-à-dire 2-3 pages par jour, pas plus, c'est ça ? 2-3 pages par jour, pas plus, parce qu'ensuite, c'est difficile de se renouveler. Et puis j'ai plutôt tendance à disjoncter à ce moment-là. Il faut que je me mesure pour pouvoir revenir au travail le lendemain. Mais déjà, 3 pages par jour, c'est déjà beaucoup, hein, parce que ça fait 90 pages par mois. C'est assez ça rentable, fait un livre en 6 mois, quoi. Hein, donc c'est beaucoup. Est-ce que cet instituteur dont vous parliez, il les a lus, vos livres ? Hélas, non, mais son fils, oui. Lui est mort avant que mon premier livre sorte, mais son fils, qui est directeur d'université à Nantes, les a lus. Et j'ai eu, grâce à ces livres-là, j'ai eu la grande joie de le retrouver. Et avec lui, d'aller visiter l'école primaire où nous étions tous les deux, donc enfants, à cette époque-là. Alors chacun de vos romans se vend à énormément d'exemplaires, jusqu'à 400 000, toutes éditions confondues. Vous êtes publié en 15 langues. Qui sont vos lecteurs ? Est-ce que vous les connaissez bien ? Parce que vous êtes le recordman de la dédicace sur toutes les foires du livre. Je les connais très bien et je les retrouve ici, à Limoges assez facilement, parce que ce sont les lecteurs qui, comme moi et comme beaucoup de personnes, sont d'origine rurale, mais qui ont été obligés de la quitter à cause de l'exode rural, et ne serait-ce que pour trouver du travail, tout simplement, parce que le travail aujourd'hui, il est dans les villes, il n'est pas dans les campagnes. Et donc, tous ces gens-là, qui sont des milliers et des milliers, sont finalement, si je puis dire, à la recherche de ce qu'ils ont perdu. Il s'agit d'une sorte de nostalgie, mais davantage encore, plutôt la perte la conscience de la perte d'une manière de vivre qui n'est plus la même aujourd'hui. Et donc vous tissez des liens avec eux régulièrement, de livre en livre ? Je tisse des liens avec eux, je reçois beaucoup de lettres auxquelles je m'efforce de répondre chaque fois. Et c'est vrai que c'est un soutien dans cette aventure qui n'est pas une aventure facile quand même, dans l'édition, surtout aujourd'hui. Hein. Alors, l'interview arrive à son terme. On va parler dans un instant de Georges-Emmanuel Clancier. Ah oui. Est-ce que c'est un écrivain que vous appréciez ? Ah oui, Georges-Emmanuel Clancier, c'est mon idole depuis toujours.
Je me rappelle du Pain Noir, mais je me rappelle surtout, moi, de son anthologie de la poésie française, dont personne ne parle aujourd'hui. Et j'ai eu la chance de le connaître, moi, Georges-Emmanuel Clancier, en 1984, pour la sortie de mon premier livre qui s'appelait Les Cailloux Bleus, et pour lequel il m'a remis un prix à Limoges, d'ailleurs, au moment de la foire aux livres de Limoges. Et ensuite, j'ai eu la chance de le retrouver une fois par hasard dans le 16e arrondissement à Paris, où il se promenait avec son épouse. Et nous avons discuté un petit moment, et c'était vraiment très agréable. Et bien justement, vous me faites une transition toute trouvée. Vous allez pouvoir apprécier ce reportage, puisque l'une de nos équipes est allée le rencontrer à Paris. Justement, c'est un document exceptionnel. Dans son appartement rempli de livres, vous allez le voir. Georges-Emmanuel Clancier, merci beaucoup Christian Sienol, qui fêtera ses 99 ans le mois prochain. Et c'est un reportage de Jean-Martial Joncart et José Souza. Des pas feutrés, un bruit de canne et, dans un merveilleux enchevêtrement de livres, d'archives, de cartons, Georges-Emmanuel Clancier paraît. Malgré ses presque 99 printemps, on dirait un lutin malicieux qui vous invite chez lui. L'âge importe peu d'ailleurs, c'est du temps dont vous parle d'emblée cet éternel jeune homme. Je devrais me corriger, mais je n'y arrive pas. Je me couche trop tard. Je me lève trop tard. Bien que je sois obsédé par le temps et qui représente toute une part dans mes œuvres poético-romanesques qui tient une place considérable, eh bien le temps me manque, je cours après le temps, mais je n'arrive pas à le rattraper. Un temps qui lui manque pour lire une production française actuelle qu'il juge d'ailleurs trop importante, quoique enfin féminisée, mais délaissant par trop sa chère poésie. Un temps qui lui manque surtout pour écrire ses souvenirs, lui que voilà en ce moment autrement pris. Depuis alors que je suis lancé ou qu'on m'a lancé dans cette aventure de l'exposition, eh bien là, mes souvenirs sont en panne. J'avais commencé la deuxième écriture d'un chapitre en cours, et puis là, il est interrompu depuis plusieurs mois. Et donc, il me tarderait un peu d'essayer de pouvoir le conclure. Des souvenirs dont il voudrait, comme une évidence, emprunter le titre à Aragon, Le temps d'apprendre à vivre. Mais pour qu'il ne soit pas trop tard, Clancier, vigilant, ne sacrifie pas à de petits plaisirs. Une promenade quotidienne dans son quartier avec sa femme, un peu de télévision, avec les émissions animalières comme Péché mignon, un peu de chocolat aussi en Péché gourmand. Entre éternité et simplicité, est-ce là le secret de Georges-Emmanuel Clancier? Il est tellement secret, si secret il y a, que je ne peux pas vous répondre, je ne le connais pas. Mais bon, vous savez, ma femme a fait inscrire sur un tombeau que nous avons au cimetière Montparnasse 2 vers qui sont extraits d'un de mes poèmes. Nous qui sommes traces éphémères dans la merveille et dans l'effroi. Parce que je pense que peut-être malice, si malice il y a, c'est ma façon d'osciller entre l'émerveillement que suscite en moi quand même le prodige du monde, de sa beauté, de son étrangeté, et puis en même temps alors l'horreur aussi de l'homme, de l'espèce humaine qui a elle aussi m'émerveille, mais m'effraie par sa monstruosité, sa méchanceté imbécile. Émerveillé par un tel enchanteur, l'invité en aurait presque omis son œuvre majeure. Certes, je ne renie pas le Pain Noir qui est sorti de moi parce qu'il m'habitait véritablement. Mais c'est vrai qu'un écrivain, quand même, ses écrits, c'est un peu comme lui, comme des enfants de son esprit et de ses rêves et de ses souvenirs et de son imagination. Alors, il ne voudrait pas que, s'il a produit un certain nombre d'arbres, il ne voudrait pas qu'un seul arbre cache les autres totalement. Nulle crainte, sa forêt limousine défiera le temps, celui d'apprendre à vivre, du passager du temps. Et Passager du temps, c'est justement le titre du documentaire que nous vous proposons également sur France 3 Limousin cet après-midi à 15h25 pour tous les amoureux de Georges-Emmanuel Clancier. Deux sont présents sur ce plateau. Bonjour Alain Rodet. Bonjour. Vous êtes maire de Limoges et donc un fan de Georges-Emmanuel Clancier, oui. Si on peut le dire. Et bonjour Daniel Roncière. Vous faites partie des amis de Robert Margerie qui viennent de publier des poèmes inédits du poète limougeaud. Quand on dit Passager du temps, pourquoi ce titre lui va si bien, Alain Rodet ? Parce que, d'abord,
Georges-Emmanuel Clancier va avoir 99 ans dans quelques jours. Et quand on refait son itinéraire, le film de sa vie, on s'aperçoit qu'il pénètre toutes les périodes. Il est à la fois un témoin et un acteur. Et il laisse sa marque avant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, surtout, c'est à la fois un grand homme de la littérature, mais c'est un grand poète. On dit souvent que c'est le poète qui était romancier ou le romancier qui était poète. Et puis, surtout, il nous donne une merveilleuse leçon. N'en déplaise à André Gide, on peut faire de la bonne littérature avec de bons sentiments. Oui. Daniel Roncière, vous êtes d'accord avec ça? Votre association a publié des inédits que vous tenez entre les mains. C'est émouvant, ça, je suppose, d'avoir accès à ces textes-là qui ne sont jamais parus. Ah oui, l'histoire de ce livre est émouvante, puisque c'est Clancier qui dit, peut-être pas dans les mêmes mots que moi, mais c'est un de ses premiers écrits dans le temps, et c'est son dernier document publié. La boucle est bouclée, quoi. Voilà. Hein. Donc, en effet, ces deux nouvelles, ont été retrouvées, si je puis dire, dans le bureau de Clancier, qui est... On a vu qu'il était extrêmement encombré, son bureau, oui, effectivement. Donc elles ont été extraites vers 2011 et les amis de Bugeat ont souhaité et demandé à Clancier l'autorisation de bien vouloir publier ces nouvelles qui sont maintenant sorties depuis quelques jours et en vente. Voilà. Alors on parle de Georges-Emmanuel Clancier, évidemment il y a le Pain Noir. Hier il y a eu une lecture de la comédienne Anne Alvaro d'extrait de ce livre. Les Chinois, paraît-il, le considèrent comme le roman de la misère paysanne, au même titre que Les Misérables. Vous partagez cet avis, j'imagine? Oui, et puis je crois que dans le Pain Noir, au départ, il y a aussi une histoire fabuleuse, puisque Georges-Emmanuel Clancier a eu une admiration, un amour pour sa grand-mère, Marie-Louise Rex, une grand-mère qui n'a pas été à l'école, qui ne sait pas lire, et le garçon de 8-9 ans va apprendre à sa grand-mère à lire. C'est une aventure formidable. Et puis il dit la vie paysanne est tellement peu représentée dans la littérature, c'est vrai ça? C'est vrai. Et surtout avec la suite du Pain Noir, il prend en charge, si on peut dire, toute l'évolution de la vie rurale pendant plus de 50 ans, avec bien sûr les changements, les difficultés, mais aussi les progrès qui sont enregistrés pour rendre la condition des paysans moins précaire, moins difficile. Alors votre cœur penche plutôt pour le poète ou pour l'écrivain chez Clancier? Je crois que l'écrivain, il est quand même... alors c'est un écrivain qui part de notre région, les racines sont dans la région, mais c'est un écrivain, j'allais dire, de réputation universelle. Oui. Son message, il peut être lu partout. La preuve, c'est que les Chinois s'y intéressent. Tellement limousin qu'il en est universel. C'est ça. On dit, mais je crois que ce qui est important chez Clancier aussi, c'est que sa poésie, elle est à la fois très intuitive et très construite. On y adhère tout de suite. Parfois, il y a des poètes qui désarçonnent. Oui. Lui, il nous enrôle tout de suite dans son aventure poétique. Et c'est ce qui est intéressant, parce que la poésie, c'est vrai, on a toujours un peu de recul. On trouve que c'est une façon un peu de s'épancher qui, parfois... C'était une forme de résistance, même, pour lui. Et pour lui, oui. Pensez que en 41-42, il est en contact, depuis le Limousin, avec Max-Paul Fouché à Alger, les contacts avec Camus, avec Pierre Segers, avec Pierre-Emmanuel, tous ces intellectuels, tous ces poètes qui ont été très actifs, finalement, dans la résistance intellectuelle, mais qui a eu beaucoup de conséquences sur la résistance elle-même. Daniel Roncière, vous, ce sont les récits ou les poèmes qui vous séduisent le plus? Pardon, j'entends. Est-ce que ce sont les romans ou les poèmes qui vous séduisent le plus chez Emmanuel Clancier? Moi, personnellement, les romans, parce que je suis plus lecteur de romans que de poésie, mais parmi ses amis, beaucoup aussi trouvent, et on a fait des études là-dessus en tant que marjoricien, si je puis dire, sur l'interprétation des thèmes, des sujets qui les ont inspirés et qu'ils ont traités différemment. Vous pouvez lire nos cahiers, on édite des cahiers annuellement sur lesquels on trouve ces études, par exemple. C'est assez surprenant. On voit qu'il y a une ode à la nature, notamment chez lui, qui est très importante. Oui, absolument. La nature et puis les relations humaines aussi sont très prenantes. Alors, dans une interview que nous avons diffusée cette semaine, il explique que si l'homme s'éloigne de la poésie, s'il devient un technicien, un consommateur, il va s'éloigner de l'humanité. C'était très clairvoyant de sa part comme déclaration. Oui, et c'est ce que finalement l'exposition qui est actuellement à la BFM essaie de montrer et réussit à montrer. Je crois que la scénographie est très sobre mais très suggestive.
Je crois vraiment qu'on prend la dimension de l'homme, du poète, du romancier. Et puis, comme il dit lui-même, mes racines sont profondes en Limousin, c'est ce qui permet aux branches d'aller très loin dans le ciel. Alors, il nous reste seulement 2 minutes d'émission. Alain Rodet, si vous le voulez bien, on va dire un mot de politique avant de conclure. L'affaire Cahuzac occupe tous les esprits. On a vu qu'il souhaitait peut-être récupérer son poste de député. Vous êtes vous-même député. Ça vous choque qu'il puisse avoir cette demande? C'est une affaire d'une extrême gravité. Je veux dire que je ne vais pas m'arrêter au dernier développement. C'est vrai que c'est un énorme gâchis. C'est consternant, c'est scandaleux. C'est une défaillance sans nom. Au-delà maintenant, je ne fais pas partie de la meute. Je crois qu'il faut essayer d'en tirer des conclusions, mais à froid, parce qu'il y a le temps de la pression médiatique, il y a le temps et puis après, je crois qu'il faut essayer d'inscrire ça dans la durée. Mais la confiance était grande dans ce président. Est-ce qu'elle n'est pas rompue? Probablement sur le plan intellectuel, l'un des ministres les plus capables. Une très grande culture économique, une aisance presque insolente, une intelligence sans doute très très forte, mais comme on le dit chez nous en Limousin, il était tellement intelligent qu'il est passé de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a des repères qui lui ont échappé. Le bon sens, l'attention portée aux autres, le sens de la mesure. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui l'a rendu possible. Le son, l'image, la réalisation, la lumière, le décor, ainsi qu'aux organisateurs de Lire à Limoges, qui se poursuit donc jusqu'à dimanche soir. Je rappelle que l'entrée est libre. 300 auteurs sont présents. J'en profite pour rappeler que le Silaction se poursuit aussi jusqu'à dimanche. Vous pouvez donner au 110 tout de suite votre journal régional avec Emmanuel Brault. Ne manquez pas samedi prochain notre Voix est libre qui sera enregistrée à Bruxelles et consacrée à la place du Limousin dans l'Europe. Très belle journée à tous et continuez à lire des livres.